Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau module. On est dans la stratégie commerciale et on va vous parler de communication. Et ça, on va le faire pendant quelques modules à partir de maintenant. La première étape de la communication, c'est l'identité visuelle. Pourquoi? Parce qu'avant de faire des actions pour communiquer avec des gens à l'extérieur de votre magasin ou dans votre magasin, enfin peu importe, il y a tout ce qu'on va voir de vous et tout, vous allez le comprendre, tout est acte de communication. Vos factures sont un acte de communication, vos réseaux sociaux, bien entendu, vos publicités, mais aussi votre accoutrement, votre manière de parler. Et qui dit communication, dit contenu, mais dit aussi médium de communication, et donc quel média vous allez choisir pour communiquer. Même le silence, finalement, est un acte de communication, parce que ne pas se prononcer sur certaines choses, ça veut dire quelque chose, en tout cas, ça sera sûrement interprété comme quelque chose, comme un message. On en est au stade de communiquer tout ce qu'on a vu avant, de la définition de votre projet, de l'analyse, de toutes les décisions marketing, de toutes les sources d'informations pour pouvoir analyser correctement toutes les questions liées à l'environnement commercial, aboutissent in fine à de la communication. C'est-à-dire que tout ce que vous décidez de faire, tout ce que vous essayez, imaginez, tout ce que vous voulez pour votre entreprise, votre activité, doit passer par de la communication, parce que le jour où vous allez créer une société et que vous allez exister, en fait, personne ne le saura. Ce n'est que parce que vous allez communiquer, et c'est ce que nous allons voir, que votre activité va prendre vie. Sinon, il n'y a pas de vie. Personne ne sait ce que vous faites, personne ne sait que vous existez, et surtout pas les clients qui sont la variable la plus importante de votre équation. Donc voilà, là où on essaye de vous emmener, c'est que tout ce qu'on va vous expliquer, c'est lié à toutes les décisions que vous allez communiquer à votre clientèle. D'accord? Alors, la base de la communication, c'est donc cette image qui se dégage de vous, ce qui va représenter votre entreprise. Et cette image, c'est votre identité visuelle. Alors, on peut la confondre parfois avec l'image de marque. Ce n'est pas tout à fait exact de faire ce raccourci, puisque l'identité visuelle, comme son nom l'indique, est visuelle. Qu'est-ce que je peux observer visuellement de la marque, alors que l'image de marque va se traduire par toutes les actions que vous mettez en œuvre. Et donc, ça va beaucoup plus loin. Je vous donne un exemple d'image de marque qui est incohérente, par exemple. C'est si vous avez Engie qui va communiquer très très fort sur le contrôle des énergies chez vous, sur comment économiser de l'électricité, sur la production d'énergie verte, etc., avec une baseline constante qui est pour un avenir durable, écologique et durable. Alors qu'en fait, une partie, donc Engie va produire évidemment avec du solaire, avec du vent, etc. Une partie de son énergie va être produite par du nucléaire, et là, sans se prononcer, parce que le débat reste ouvert, est-ce que c'est écologique ou pas, est-ce que c'est durable ou pas le nucléaire, l'important n'est pas de se prononcer ici. Ce qui est certain, c'est qu'ils produisent aussi de l'énergie avec du charbon, et donc bah ça, on n'est clairement pas forcément dans du durable. Et puis, quand vous rentrez chez Engie, on vous ressasse quand même beaucoup cette image presque du greenwashing. Et dernièrement, bah voilà, il y a, pour avoir une image de marque cohérente, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, ici, plus aucune tasse jetable à l'intérieur de l'entreprise, chacun a son mug, et vous allez chercher du café dans votre mug pour ne pas faire des déchets. Très bien. Pas toujours pratique et pas très bien pensé pour les invités, mais pourquoi pas. Et puis, quand vous rendez à la cantine ou peu importe pour aller chercher votre café, en fait, on vous vend du café dans des sachets plastiques de 10 dosettes métalliques Nespresso d'entreprise. Et donc, vous avez toute cette image durabilité, anti-déchets, nanana, pour finalement quand même consommer du café dans des dosettes métalliques, elles-mêmes emballées dans des sachets plastiques. Donc, l'image de marque perd de sa cohérence à partir du moment où, boum, on se rend compte qu'en fait, sur les actions du quotidien, l'entreprise ne s'engage pas
sur toutes les idées qu'elle défend. Donc c'est ça que je vous dis que l'image de marque va au-delà de l'identité visuelle, puisque l'identité visuelle, c'est principalement tout ce qu'on peut en voir. Et donc c'est ce que vous voyez ici sur cet écran. On va parler du nom. Le nom, c'est la première approche, c'est ce qu'on doit retenir au minimum de votre entreprise. Le logo, les couleurs que vous allez choisir, et la typographie, c'est-à-dire comment est-ce que vous écrivez. Comment est-ce que vous écrivez le nom de votre entreprise. Votre logo va peut-être être principalement de la typographie, mais aussi comment est-ce que vous écrivez vos documents commerciaux. Et quand je parle de comment vous écrivez, c'est à quoi ressemblent les lettres. Je ne parle pas ici du style d'écriture. Si vous parlez de manière très alambiquée, très professionnelle, très directe, ce n'est pas de ça que je parle, c'est vraiment de la manière de former les lettres. Le nom va souvent de pair avec la baseline ou le slogan. Typiquement, McDonald's, I'm loving it. Vous avez le nom McDonald's, vous avez le slogan I'm loving it. Alors, le nom, il est super important pour plein de raisons, mais bien entendu que c'est comme ça qu'on va appeler votre activité. Et c'est donc quelque chose qui doit englober toutes vos valeurs, toute votre offre, qui doit faire sens avec ce que vous allez faire. Ça doit faire sens avec ce que vous allez faire, ça doit faire sens avec ce que vous vendez. Pour en revenir à ce dont on a parlé plus tôt, dans un des premiers modules sur la stratégie générale, ça doit faire sens avec votre mission, vos visions, votre vision et vos valeurs. Un nom, c'est pas anodin pour ça. C'est pas anodin non plus parce que, et on le verra dans des exemples après, ça doit s'orthographier facilement. Parce que si vous prenez un nom qui est trop complexe à orthographier, personne ne va arriver à l'écrire, voire à le retenir. Et ça, c'est très ennuyant pour travailler sur la notoriété de votre marque. Et puis, un nom, ça doit être unique. Alors, bien entendu qu'il y a des entreprises qui portent des noms qui sont connexes, mais ça peut poser des problèmes. Donc, vérifiez bien à la fois ce qui est associé à votre nom quand vous le choisissez, et à la fois s'il n'est pas déjà pris. Je vais vous donner un exemple très concret. Salvatore et moi, on a créé une boîte au Luxembourg qu'on a appelée GTLB Management. Le choix de ce nom, il n'a pas été fait n'importe comment, et pourtant, le résultat, c'est n'importe quoi. Si je peux l'analyser comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que GTLB Management, ça a été choisi pour deux choses. GTLB, c'est les initiales des 4 fondateurs de cette structure. Et management, parce que c'était à la fois une société de management. Une société de management, c'est quoi? C'est une société qui gère les affaires des gens. Ça nous permet d'illustrer que c'était par là que passaient toutes nos activités, aussi variées qu'elles soient individuellement pour tous les fondateurs. Et à la fois, on donnait du conseil en gestion, et management, c'est l'anglais pour le mot gestion. On avait des activités de conseil, de formation et de fiduciaire, de comptabilité. Donc, et l'ensemble, GTLB Management, avait un aspect professionnel. Et pourtant, on s'est heurté à plein de problèmes. Le premier problème, c'est les initiales. GTLB, en fait, ça vous sonne peut-être familier, puisque si vous les remettez dans un autre ordre, vous pouvez le mettre dans l'ordre LGBT. Et LGBT, c'est quoi? C'est lesbienne, gay, bi, trans. Donc, c'est la communauté homosexuelle et autres. Évidemment que ça pose problème, non pas qu'on ait un problème avec cette cible de personnes, mais bien parce que ce n'est pas du tout notre activité. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous tapiez LGBT Management dans Google, autant vous dire que vous tombiez sur des images de drapeaux multicolores à foison, et que l'ordre des lettres qu'on a choisi, on l'a choisi pour ne pas justement tomber sur cette association-là. C'était aussi un ordre de lettres qui se prononçait facilement. Alors, qui se prononçait facilement, mais qui se retenait très difficilement. Et donc, encore aujourd'hui, des gens, des très bons amis, des collègues, des partenaires, quand ils disent « Oui, ta société au Luxembourg, LBG,
personne ne retient en fait. Donc c'est très compliqué à retenir, premièrement. Deuxièmement, c'est associé au LGBT qui n'est pas du tout notre business. Et du coup, comme c'est dur à retenir, c'est dur à écrire. Si c'est dur à écrire, on ne sait pas le retrouver dans Google. Voire même, c'est compliqué pour les emails. gtlb-management.com, il y a des mots anglais. Si vous travaillez avec la francophonie, est-ce qu'un mot anglais est le plus utile à choisir? Pas du tout certain. Donc, plein d'erreurs commises par nous. On ne vient pas vous donner ici un cours en se prétendant les maîtres du monde de la communication. On n'a aucun problème à vous faire part de nos erreurs. Je vous donne un autre exemple. L'entreprise, aujourd'hui on travaille pour une entreprise qui s'appelle Itinera. On est actionnaires tous les deux de cette entreprise-là. Mais avant, elle s'appelait Assess Group. Alors, c'était A2SE2S qui vient du mot assessment, évaluation, et groupe en anglais, donc sans E. Autant vous dire que la plupart de nos clients nous appellent encore aujourd'hui Access, parce que Access, c'est un programme informatique, parce que Access, c'est un nom qu'on a dans l'oreille avec l'anglais, que Assess, c'est un nom très spécifique par rapport à un métier que les gens ne retiennent pas forcément. Et si je devais dire Assess Group, et que je dictais dans un email ou dans une adresse de site web, je devais toujours dire groupe sans E, parce qu'en français, on va l'écrire avec E. Et donc, vous voyez que, alors que pourtant le nom a été réfléchi à nouveau, Salvatore, le mot assess vient d'un acronyme qui s'appelle, qui disait quoi? Assessment System Software Un and, e-solution group. comment? And e-solution group. Donc vous voyez ça, il y a toute une réflexion super profonde derrière le mot, et pourtant, en fait, commercial. Donc, c'est pas parce que vous avez une bonne raison de l'appeler comme ça que ça en fait un bon nom commercial. C'est un peu la conclusion à laquelle je voulais arriver. Alors, deuxièmement, donc allez vérifier ce que ça donne sur Google, allez vérifier ce que ça donne sur les réseaux sociaux, allez regarder sur la Banque Carrefour des entreprises, sur la Banque nationale de Belgique, si vous ne trouvez pas des gens qui font pareil. Regardez aussi le DNS. Le DNS, c'est quoi? C'est l'adresse Internet de votre futur site ou de votre futur email. Parce que ces adresses sont uniques. Et donc, si l'adresse est déjà achetée, vous ne pourrez pas vous appeler comme ça sur le web. Et ça peut être ennuyant. Donc, allez voir sur le site OVH, par exemple, ou DNS Belgium, si le www.mon-entreprise.be ou mon-entreprise.com est disponible. Comme ça, vous verrez si ça vaut la peine de s'appeler comme ça. Peut-être qu'il faut s'appeler comme ça, mais qu'il faut trouver un autre DNS. À vous de voir. Peut-être une réflexion supplémentaire aussi. Le nom, il faut aussi penser qu'il peut évoluer. Je rebondis sur l'exemple de Sylvain de GTLB. En fait, on était 4 fondateurs à la base, mais il y en a 2 qui sont partis. Le problème, c'est qu'on ne va pas recharger toute notre identité visuelle. Et donc, ça forme un historique, GTLB, mais quand G et L sont partis, on se demande encore pourquoi on s'appelle GTLB. Exactement. C'est exactement ce qui m'est arrivé dans la fiduciaire. Ma fiduciaire s'est appelée au départ la fiduciaire l'allemand Tinirello. Et puis 2 autres associés sont arrivés. Problème, que fait-on? Alors, 2 solutions. Soit on se casse fort la tête pour essayer de trouver des noms un petit peu sympas ou accrocheurs. Alors, pour avoir fait l'exercice avec Sylvain à de multiples reprises, tout ce qui est sympa et qui est bon a déjà été pris. Il y a des milliers de personnes qui ont fait cet exercice-là avant nous. Ça donne, par exemple, tous les mauvais résultats, si je prends les coiffeurs. Je me suis coupé les cheveux ce matin, donc en étant devant le salon de coiffure, je me suis fait cette réflexion-là. Je me suis dit, c'est vrai, tout ce qui est les jeux de mots avec tif, avec coupe, avec R, ça a été à peu près mis à toutes les sauces. Est-ce qu'on n'en vient pas à se dire, un nom plus coiffure avec, ça vaut largement mieux qu'un jeu de mots pourri.
Le problème, c'est que si demain je veux revendre ma société et que c'est le nom du fondateur plus coiffure, ça devient embêtant pour celui qui le rachète. Alors, un nom n'est jamais accolé à une entreprise. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est extrêmement difficile et ça prend longtemps avant que ce soit changé partout. Je vous donne à nouveau l'exemple de ma fiduciaire, qui s'appelle Fiduciaire Lallemand Tinirello. Avant, c'était une entreprise de peinture en bâtiment qu'on a récupérée d'un client qui était juste vide. Le problème, c'est que cette entreprise, elle s'appelait Alex Entreprise. Eh bien, même 10 ans après, il arrive pour des administrations ou chez certains fournisseurs de retrouver encore trace de Alex Entreprise. Donc, tout ça pour dire que quand une société a porté un nom pendant longtemps, c'est le cas d'Access Group aussi, quand une société a porté pendant 12 ans, comme c'était le cas pour Access Group, changer de nom, c'est compliqué. Pas besoin d'avoir porté le nom longtemps. Moi, j'ai racheté une société vide qui s'appelait Oxylus. Je l'ai transformée en la société Mugshot, qui, à nouveau, est un nom qui a une bonne raison d'exister, mais qui, commercialement, n'est pas un bon nom commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une pluralité d'activités dedans, je vais devoir créer des marques. C'est pas parce que votre société a un certain nom que vous devez travailler publiquement avec ce nom-là. Vous pouvez créer une marque qui dépend de votre société et travailler avec une marque d'un autre nom. Et cette marque, elle peut être déposée, il n'y a pas de souci. Le meilleur exemple, c'est les sociétés de fast-food. Si vous allez au Quick, vous verrez que sur le ticket, il est marqué Quick, mais surtout SPRL machin chose ou SA machin chose. Donc, peut-être le petit conseil à vous donner, et Sylvain fait bien d'en parler, c'est quand vous allez chez le notaire pour créer votre société, n'hésitez pas à déjà penser à des noms de marque et aux abrégés. Par exemple, un truc qui dans notre fiduciaire nous a sauvé la vie, c'est que quand on a créé Fiduciaire Lallemand Tinirello, on a mis dans nos statuts que ça pouvait aussi être utilisé comme Fiduciaire LT. Et alors, Fiduciaire LT, ça a tout de suite une connotation moins liée aux deux premiers noms. Et du coup, c'est devenu notre marque principale. Et on a juste changé Tinirello, l'allemand Tinirello, par LT. Donc, essayez de voir si demain vous avez des associés, si vous étendez vos activités, est-ce que vous devrez changer votre nom ou ajouter des marques? Est-ce que ça peut se faire? Oui, il faut chaque fois changer les statuts. Chaque passage chez le notaire, dites-vous bien que c'est 1 400 €. Donc, dès que vous voulez changer quelque chose, c'est 1 400 € et souvent, c'est l'intervention obligatoire d'un comptable. Donc, en gros, chaque fois que vous passez par la case notaire, c'est 1 400 € plus en général entre 400 et 600 € de comptable. Donc, ça fait cher le manque sur un formulaire. C'est pour ça qu'on se permet d'insister très fort ici. Le monsieur s'appelle Potvin. C'est pas sa faute, mais si je suis sûr que depuis qu'il est petit, il se prend des vannes là-dessus. À nouveau, c'est pas cool. Et je lui en veux pas de s'appeler comme ça. Mais du coup, est-ce que je dois choisir ce nom, Potvin, comme marque commerciale? Je suis pas sûr que stratégiquement, ce soit le plus adapté. Pareil, j'ai pris cette photo à Paris, une entreprise qui met des échafaudages et qui fait du couverture et du ravalement de façade, qui s'appelle Tremblay. Tremblay, mais Tremblay, ça ressemble à Tremblay. Quand je suis censé mettre des échafaudages et assurer la sécurité des gens, m'appeler Tremblay, je ne sais pas si c'est l'idéal. Alors, on parlait aussi de l'évolution historique d'une société. Vous avez une radio qui s'appelait au départ, j'ai pris cette photo au Luxembourg, dans un centre commercial, la radio 100.7, qui aujourd'hui, pas de bol, on l'a changé de canal, elle est sur 95.9. Et résultat, radio 100.7 sur 95.9, ça ne va pas du tout, évidemment. Alors, un autre exemple, et comme quoi vous voyez que c'est aussi souvent d'ailleurs, hein, les cordonniers les plus mal chaussés, c'est l'entreprise de communication comme Point Une, qui est une entreprise spécialisée en communication pour entreprises, etc. Et là, à nouveau, c'est l'historique qui crée ça. Vous avez une entreprise qui a d'abord travaillé énormément pour le public, le domaine public, le secteur public, et pour les communes. Et qui s'est dit, ah bah, on va faire un jeu de mots, communication, on travaille pour les communes,
com.une et on va travailler là-dessus. Ce qui n'était pas mal tant que le nom visait ce client-là. Mais à partir du moment où l'entreprise a commencé à toucher d'autres typologies de clientèle avec du secteur privé, avec des choses, ils font de la communication de crise, etc. Est-ce que mon nom doit toujours rappeler l'aspect communal? Est-ce que c'est un signe de qualité, puisque ils sont beaucoup occupés du secteur public, donc moi, client du secteur public, ça me rassure? Ou est-ce que c'est un signe inquiétant? Moi, entreprise privée, je n'ai pas envie d'avoir une boîte qui s'appelle commune, quoi. Ça et en plus, ce que vous voyez, c'est que le nom s'appelle com.une, mais ça, c'est un handicap pour les DNS dont on vous parlait. Et donc, leur DNS, c'est com-une.be. Vous avez une boîte qui s'appelle com.une, dont le DNS, l'adresse sur le web, c'est com-une. Donc ça, c'est quand même assez ennuyant. Un autre point d'attention, c'est si vous travaillez à l'international, un mot dans votre langue ne veut pas forcément dire le même mot dans une autre langue. Il y a l'exemple un peu mythique de la voiture, je crois que c'était la Chevrolet Nova, je pense, je ne sais plus si c'était Toyota ou Chevrolet, bref, une voiture qui s'appelle Nova, qui aurait été lancée en Amérique latine et qui aurait fait un flop monumental, puisqu'en espagnol, Nova, ça se prononce Nova, et Nova signifie ne fonctionne pas. Et du coup, cette voiture aurait fait un flop monumental. En fait, quand on regarde les statistiques, c'est plutôt un mythe de storytelling qu'un vrai fait. Mais voilà, vous avez typiquement ici des bars à manger qui s'appelle Super Bites, parce que bites en anglais, c'est un croc, hein, c'est croquer un bout dans quelque chose. Ça a beaucoup de sens par rapport à un public anglophone. Évidemment que si vous le commercialisez, ça va être beaucoup moins facile. C'est assez amusant de se rendre compte que l'aspect linguistique va parfois et même souvent influencer des noms de marques. Et ça, vous pouvez vous poser cette question-là. Par exemple, dans le luxe, on va essayer de choisir des noms plutôt français. Et les anglophones et les boîtes anglophones vont choisir des noms plutôt français pour des parfums ou autres, parce que ça inspire le luxe. Pour la bouffe aussi. À l'inverse, pour les Liégeois et les Belges qui nous regardent, vous connaissez très certainement la bière Jupiler. Jupiler, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce qu'elle est produite à Jupy, à côté de Liège. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle R? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui était la grande tendance commerciale? C'était les bières allemandes. Et donc, en fait, on a germanisé le nom Jupy en le transformant en Jupiler pour lui donner un côté allemand. Donc, voilà, essayez peut-être aussi de voir, tiens, par rapport à ce que j'essaie de vendre, à la marque que j'essaie de défendre, c'est quoi les grandes tendances en termes d'identité culturelle liée à cette typologie d'activité? Alors, tout ce qu'on est en train de vous expliquer, on a mis au-dessus Banque Carrefour des entreprises, réseaux sociaux, Google. Il faut aller vérifier. Donc, Sylvain vous a parlé de sites. OVH est un hébergeur, un des plus gros hébergeurs mondiaux. Donc, quand vous allez sur la première page, vous pouvez taper n'importe quelle URL et il vous dit si le DNS est pris ou pas. S'il n'est pas pris, il vous invite à le louer. Donc, un DNS, ça se loue. Si vous allez chez le notaire pour créer une société, le notaire vous demandera très certainement d'avoir fait une petite recherche pour voir si votre nom existe déjà. En tout cas, il sera attentif à savoir si votre nom dans le secteur d'activité qui est le vôtre existe déjà. C'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. N'oubliez pas que demain, on peut aussi vous chercher sur, non pas le bottin jaune papier, mais les pages d'or existent encore. Donc, plus votre nom se rapproche d'un autre nom, plus votre nom existe déjà plusieurs fois, plus il sera difficile de vous trouver, vous. On parle des réseaux sociaux. Si même votre nom n'est pas utilisé comme DNS ou n'existe pas à la Banque Carrefour, regardez quand même sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de marques, de clubs, de groupes informels qui existent peut-être sous ce nom-là. Or, comme on va souvent chercher des informations maintenant sur les réseaux sociaux, on risque de ne pas vous trouver et de retrouver une liste de 50 000 clubs canins qui s'appellent comme vous, par exemple. Donc, ce n'est pas le but. Alors, un autre point d'attention, c'est aussi les attaques qu'on pourrait vous faire pour concurrence déloyale. C'est arrivé, je vais prendre beaucoup d'exemples. Dans les derniers modules, vous avez vu que je prenais des exemples de burgers. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler d'exemples de bière. Donc, vous voyez un peu autour de quoi tourne mon alimentation.
ici, c'est un groupe d'amis qui, pour leur ASBL, avait créé une bière qui s'appelait Opus 38 ou je ne sais pas, OPUS 38, qui était liée aux activités de leur ASBL. Et autant vous dire que la production n'était pas gigantesque et que c'était distribué principalement dans leur salle des fêtes et les copains, et ils vendaient les casiers directement stockés dans leur garage aux copains. On n'est pas du tout dans de la distribution professionnelle. Ils ont fait ça une année. Ils ont, comme la bière avait marché de manière assez sympa auprès des copains, ils ont fait imprimer toute une série de verres à l'effigie de leur marque et au nom de leur petit truc DSB. Vraiment, le truc juste pour financer des retraites, quoi. Le but était clairement pas de faire du cash. Résultat, vous avez cette bière Opus 38 qui se fait menacer par avocat par la marque de bière flamande Hopus, H-O-2-P-U-S, pour concurrence déloyale. Alors que l'idée n'a jamais été de faire de la concurrence déloyale, mais vous voyez que on est dans le même secteur, production de bière. Il y en a un qui s'appelle Opus, OPUS 38, je pense, et l'autre Hopus, H-O-2-P-U-S, puisque hop, en anglais, c'est le houblon. Donc il y a évidemment pas mal de bières qui jouent sur qui font des jeux de mots sur le nom hop. Et voilà. Et du coup, ils ont été contraints de changer. Et c'est ennuyant quand on vient de faire imprimer tous ces verres, de devoir changer de nom de marque. Donc, faites attention à ça aussi au niveau de la concurrence. Pour la baseline, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut amener quelque chose de chouette. J'ai pris ça, je pense, dans le sud de la France, cette photo, un salon barbier Barbarossa, et je trouvais intéressant la manière de décrire leur activité comme façonneur de duvet. C'est ce côté, on prend soin de soi les hommes, et la typographie d'ailleurs, elle est très, très douce aussi. Donc il y a ce côté très doux et très esthétique dans le travail. Et si c'est, enfin, je trouve que la manière de le dire et de le présenter représente bien ça. Voilà, ici, vous avez un truc vachement plus rentre-dedans. C'est un site qui s'appelle Balls. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font, ça fait toujours marrer Salvatore, ils font des rasoirs pour hommes, pour s'occuper de leur partie intime. Et leur baseline, elle est claire, We save balls, nous sauvons des couilles. Donc c'est l'idée de dire, ben, prenez soin de vous, mais prenez soin de vous sans prendre de risques, sans risquer de vous couper à ces endroits précieux. Et donc, vous avez un truc qui est hyper cash, hyper rentre dedans, mais en même temps qui est dur à oublier. Et donc, c'est assez chouette, je trouve, comme positionnement sur la baseline. Un dernier commentaire sur le nom et la baseline. Sylvain a dit baseline ou slogan. Attention, la baseline pour moi devient obligatoire à partir du moment où le nom de l'entreprise ne dit pas ce que vous faites. Et donc, si vous avez établissement Bernard et que vous êtes électricien, bah, si vous ne rajoutez pas en dessous société d'électricité générale ou électricité générale, bah, entreprise ou établissement Bernard, ça ne veut rien dire. Oui. Donc, faites attention aussi à ça, surtout quand c'est des noms de famille ou SPRL du nom de votre famille, ben, travaillez avec des marques. Et quand vous travaillez avec des marques qui n'ont pas vraiment qui ne disent pas ce qu'on fait, par exemple, moi j'ai un de mes associés, sa société s'appelle Inherent et c'est une fiduciaire. Alors, c'est sa société de management à lui. N'empêche que si j'avais une fiduciaire qui s'appelle Inherent, ce n'est pas évident de savoir que c'est une fiduciaire. Et donc, il aurait rajouté une baseline qui fait penser que c'est une fiduciaire. Voilà. Donc, le nom et la baseline sont très importants et trop souvent, on voit des entreprises, on ne sait pas deviner ce qu'elles font. Si vous prenez le nom de mon entreprise de management à moi, je l'ai créée, elle s'appelle Mugshot, M-U-G-S-H-O-T. Vous voyez que je suis obligé de vous l'épeler, donc c'est que déjà, en termes de marque commerciale, c'est pas très intelligent. Donc, si je travaille demain commercialement avec quelque chose, je vais devoir créer des marques. Alors, pourquoi est-ce qu'on est venu avec le nom Mugshot? Parce que
l'idée était de rassembler à la fois des activités d'Oreca de mon épouse et des activités d'enquête et de sécurité de mon côté. Et donc, il fallait un nom qui fasse sens avec ces deux éléments-là. Et on a finalement trouvé Mugshot, qui est à la fois mug, la tasse, shot, le shot. Ma femme fait aussi de la photo, donc un shot, c'est aussi une photo. Et puis, le mot entier, mugshot, c'est ces photos de criminels que vous voyez avec des règles derrière eux. Et donc, ça faisait sens avec les deux. Mais si on travaille commercialement, mon épouse, pour son activité d'Oreca, a un nom francophone, original, qui va marquer les esprits et qui va être différent. Et moi, pour mon activité de conseil, en fait, j'utilise une marque générique, que je le fasse au Luxembourg via notre société GTLV Management ou que je le fasse via la Belgique via ma société Mugshot, j'utilise une marque que j'ai appelée Hubble, dont je vous montrerai l'évolution des logos tout à l'heure. Hubble, ça a aussi un historique, j'y reviendrai. Mais donc, j'ai une marque pour le conseil et la formation. J'ai une marque, si je dois demain faire des activités d'enquête, j'ai déjà une marque très claire en tête et un positionnement très clair. Et pour l'Oreca, une autre marque qui redirige vers une facturation à partir d'une société qui porte un autre nom. Donc c'est un peu comme si vous aviez un magasin by quelque chose. C'est enquête by Mugshot.